Dans un recoin oublié du monde, là où la terre craquelée absorbe les rêves et la misère tisse le destin, vivait un jeune homme nommé Malik. Il n'avait connu que les murs de pisé de sa petite case, le goût amer des repas maigres et le silence assourdissant de l'absence. Orphelin de père et de mère depuis l'âge où les enfants apprennent à peine à parler, Malik portait le poids d'une solitude immense, gravée dans le fond de ses yeux sombres. Chaque lever de soleil, rougeoyant sur l'horizon poussiéreux, n'apportait qu'une nouvelle journée de labeur sous un soleil impitoyable, loin des promesses que l'on chuchote aux enfants sages. Ces journées s'écoulaient entre l'aide aux champs, la corvée d'eau au puits asséché, et ces moments volés où il s'évadait. Son trésor, c'était une vieille radio à pile, son seul lien avec un monde au-delà des dunes et de la savane. Les ondes courtes crépitaient, apportant des bribes de nouvelles, des chansons lointaines, et parfois, les voix enjouées des stations étrangères. Mais ce qui captivait Malik par-dessus tout, c'était un tas de magazines froissés, glanés on ne sait où. Des images de villes scintillantes, de boulevards animés, de sourires éclatants sur des visages que le soleil n'avait jamais brûlés. Des images de la France. Pour Malik, la France n'était pas seulement un pays. C'était un mot magique, un mirage d'abondance, de liberté, une terre où la lumière brillait sans répit, où la faim n'était qu'un lointain cauchemar. C'était l'Eldorado, le jardin d'Éden dont parlaient les missionnaires, mais en version moderne, tangible, accessible, pour ceux qui osaient y croire. Sa tante, une vieille femme courbée par le temps et la peine, veillait sur lui avec une tendresse empreinte de fatalisme. Elle voyait la flamme dangereuse s'allumer dans les yeux de Malik chaque fois qu'il feuilletait ses magazines. Tante Amina lui dit « Malik, mon enfant, le chemin de l'eau est gorgé de chagrin. Ces gens-là, là-bas, ils ne connaissent pas Dieu. Leur lumière aveugle, mais leurs cœurs sont froids comme la pierre. » Malik l'écoutait, mais ses mots ne faisaient que rebondir sur la carapace d'amertume qu'il s'était forgée. À quoi bon prier un Dieu qui semblait avoir détourné le regard de ce village, de cette terre, de son propre sort d'orphelin? Malik avec une voix ferme, pleine de conviction en réponse, « Tante, ici Dieu m'a oublié. Il ne répond pas au cri du ventre vide. Je vais le chercher là où la lumière brille, là où la vie est plus qu'une simple attente de la mort. » Sa voix portait le feu de la révolte, la rage silencieuse de celui qui n'a plus rien à perdre. Pour Malik, le destin n'était pas une fatalité, mais un appel. Un appel qui l'entraînait loin de sa terre natale, vers un horizon incertain, mais teinté de l'éclat prometteur des villes européennes. Il était prêt à tout. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais l'image de cette France rêvée, celle des magazines, était un phare si puissant qu'elle éclipsait toutes les peurs, toutes les mises en garde. Le compte à rebours avait commencé. Malik avait fait son choix. Il avait vendu le peu qu'il possédait et, une nuit sans lune, il rejoignit le groupe de jeunes qui se lançaient dans cette même quête désespérée. Ils se réunirent dans un champ isolé, leurs visages éclairés par l'unique feu d'une cigarette. Le chef s'appelait le tyran. Il était grand, le regard dur, une force tranquille émanant de lui qui inspirait à la fois respect et une peur sourde. Il parlait de la France non pas comme d'un rêve, mais comme d'un butin à saisir. Il expliquait les étapes, les mots de passe, les sommes à payer aux prétendus « passeurs ». Pour lui, la traversée n'était qu'une guerre à gagner. Dans ce groupe, Malik fit la connaissance de Kofi. Plus jeune, plus naïf, Kofi souriait trop pour un voyageur. Il parlait de sa mère et de l'argent qu'il enverrait. Malik le regardait, voyant en lui le reflet d'un optimisme qu'il avait lui-même perdu. Kofi était une bougie dans l'obscurité, et Malik savait, instinctivement, qu'une flamme si pure n'était pas faite pour l'enfer qu'il s'apprêtait à traverser. Kofi excité. « Quand nous serons là-bas, Malik, tu verras. Je t'achèterai un de ces postes radio qui marchent sans pile. Et je mangerai des baguettes tous les jours. » Malik se contenta d'un hochement de tête, songeant que l'argent des baguettes avait servi à payer le premier passeur. Les préparatifs furent rapides et secrets. L'attente était terminée. Dans le froid piquant de la nuit, ils s'entassèrent, une vingtaine, à l'arrière d'un pick-up surchargé. Le voyage commença par le fracas des tôles et l'odeur âcre de l'essence. Ils n'avaient roulé que quelques heures quand le moteur tout sauta. Pas une panne. Devant eux, la route était barrée par de lourdes silhouettes armées. Ce n'était pas la police des frontières, mais des bandits, des coupeurs de route, qui n'avaient Dieu que pour l'argent du voyage et les maigres objets de valeur. Le tyran, voix brutale, « Donnez-leur ce qu'ils veulent. C'est le prix du sable. Nous en aurons d'autres. » L'humiliation fut cuisante. Les cris, les coups, les supplications ignorées. Malik vit les économies d'une vie, le prix de son espoir, glisser entre les mains sales des brigands. C'était la première morsure de la réalité. L'Eldorado n'était pas au bout du chemin. Il commençait par le vol, la violence et la trahison. Lorsque le pick-up repartit dans la poussière, le silence était lourd. L'ambiance n'était plus à l'excitation, mais à la terreur froide. La première illusion était tombée. Ils n'étaient pas des aventuriers, mais du bétail qu'on déplaçait et qu'on dépouillait. Malik regarda Kofi, qui ne souriait plus. Il regarda le ciel étoilé. Il se sentit plus seul que jamais. Le désert n'était qu'un avant-goût de l'épreuve.
Et Malik savait que les véritables juges de leur voyage, le prix du sel et du sang, les attendaient encore plus loin, sous le soleil brûlant de la Libye. Le désert n'avait pas de pitié. Le voyage à travers les dunes infinies fut un cauchemar éveillé, une marche forcée sous un soleil ardent qui buvait la moindre parcelle d'espoir. La faim creusait les estomacs, la soif écorchait les gorges. Les corps s'affaissaient un à un, laissant derrière eux des ombres dans le sable. Malik s'accrochait, son cœur battant à la cadence des pas de ses compagnons, les yeux rivés sur l'horizon flou. C'est là, dans cette immensité hostile, que la flamme de Kofi commença à vaciller. Le jeune homme, autrefois si plein d'entrain, fut le premier à tomber. Fiévreux, le corps tremblant, il s'effondra, son regard suppliant croisant celui de Malik. Kofi, voix faible, haletante, « Malik, je n'en peux plus. L'eau, s'il te plaît. » Malik sentit une piqûre au cœur. Une part de lui voulait l'aider, le traîner, partager sa dernière goutte d'eau. Mais le tyran avait été clair, chacun pour soi. Celui qui faiblit est une charge pour tous. Malik se retrouva face à un choix terrible, l'aider et risquer d'être lui-même abandonné, ou fermer les yeux comme les autres. Il hésita, un instant interminable. Il essaya de le soulever, de l'encourager. Mais le corps de Kofi était lourd, et le groupe pressait. Malik, empli de regrets, se dit dans son cœur, « J'ai essayé. » Mais le désert ne connaît pas la pitié. Et l'homme, parfois, devient aussi sec que le sable qui l'entoure. La mort de Kofi fut un coup de massue. Il fut laissé là, sous le soleil implacable. Pour Malik, cette perte marqua la fin de l'innocence. L'idée d'un Dieu bienveillant s'éloignait à chaque pas. La bonté est un luxe que seul le riche peut se permettre, pensa-t-il, une nouvelle cicatrice se creusant dans son âme. Après des semaines d'épreuves, de camps sordides en Libye où l'humiliation et la faim étaient monnaie courante, ils atteignirent enfin la mer. Mais là encore, l'espoir se teinta de la couleur du sang. Les passeurs n'étaient que des brigands avides, entassant les corps dans des embarcations de fortune, des canots pneumatiques surchargés, à peine dignes de flotter. La traversée en mer fut un autre chapitre de l'horreur. La nuit était noire, les vagues immenses, le vent glacial. Des cris de terreur s'élevaient à chaque choc de l'embarcation. Certains, pris de panique, tombèrent à l'eau et furent emportés par les courants, leurs appels à l'aide se perdant dans le rugissement des vagues. Malik s'accrochait de toutes ses forces, les mains meurtries, le corps transi. Il voyait les visages déformés par la peur, les yeux fixes de ceux qui avaient déjà abandonné. Il revit le visage de Kofi dans l'écume. Malik dans ses pensées, las et amer. Là, sur cette eau noire, j'ai compris. Personne ne nous sauverait, pas un dieu, pas un homme. Juste ma propre obstination, ma rage de vivre. Ce n'était pas la foi qui me portait, c'était la soif d'un monde où la souffrance ne serait pas ma seule compagne. Malik survécut par pur instinct. Il s'agrippa à la carcasse du canot lorsque celui-ci menaça de chavirer, repoussant les mains qui cherchaient à l'entraîner. Il sentait le sel brûler ses plaies, le froid engourdir ses membres, mais il tenait bon. Sa survie était un défi lancé au destin, une preuve qu'il pouvait arracher sa vie aux griffes de la mort sans l'aide de personne. Finalement, au petit matin, la silhouette pâle d'une côte apparut. La terre promise, mais Malik n'éprouvait plus de joie, juste un vide sidéral. L'Eldorado avait un prix de sable et de sel, payé en vies humaines et en morceaux d'âme. Et le voyage venait à peine de commencer. L'arrivée en France. Ce mot magique, prononcé 1000 fois dans le désert, se brisa comme du verre à la première confrontation avec la réalité. Paris n'était pas la ville des lumières des magazines, mais un labyrinthe froid, bruyant et, par-dessus tout, indifférent. Le ciel était gris, les gens, vêtus de vêtements impeccables, passaient sans même croiser le regard de Malik. Il n'y avait pas de fanfare, pas d'accueil chaleureux, juste l'impression terrible d'être un fantôme dans une ville pleine de vie. Le choc fut brutal. Le mythe de l'Eldorado s'estompa pour laisser place à la lutte pour la survie quotidienne. La France, la terre de la richesse, le réduisit à sa plus simple expression. Un homme sans identité, sans abri. La descente aux enfers fut rapide et honteuse. Bientôt, les nuits sous les ponts devinrent la norme. Le froid, le vent glacial de l'hiver européen lui mordait les os, un supplice bien différent de la chaleur du désert, mais tout aussi mortel. Le pire, c'était la faim. Malik apprit la dure loi des rues. Il n'était pas un citoyen, il était une irrégularité. Le temps de midi et le soir, il se glissait derrière les restaurants huppés, là où les odeurs de nourriture raffinée le torturaient. Son cœur se serrait de honte à chaque fois qu'il devait fouiller les poubelles métalliques, espérant y trouver des restes de pain rassis, un fruit abîmé, la misère jetée par la table des riches. C'était l'humiliation absolue. Il avait traversé le désert et la mer, risqué la mort et le désespoir, pour finir à quatre pattes dans les ordures d'une capitale indifférente. À cette faim constante, s'ajoutait la peur. Chaque bruit de sirène, chaque uniformé aperçu au coin de la rue, déclenchait une panique viscérale. Le statut de sans-papier était une épée de Damoclès. Malik frustré, il ne voyait pas ma souffrance, mon voyage. Il ne voyait que l'illégalité, le chiffre, le problème. J'étais traqué comme un animal,
même si je ne faisais de mal à personne. La France m'avait accordé la terre, mais refusait l'air pour respirer. Les courses-poursuites avec la police étaient fréquentes, presque quotidiennes. Le cœur de Malik tambourinait contre sa poitrine chaque fois qu'il devait courir, se cacher, se fondre dans l'ombre. Il revit le visage du tyran, la brutalité des passeurs. Il avait échappé à la mort pour être enfermé dans une prison invisible, celle de la clandestinité. Un soir, exténué, transi et affamé, il s'effondra contre un mur. Il était à deux doigts d'abandonner, de se laisser prendre, d'implorer qu'on le renvoie dans son pays, là où au moins, il connaissait la misère. C'est à cet instant précis, au fond de son abîme, que le destin, pour la première fois, sembla lui tendre une main. Alors qu'il marchait, le dos voûté par la faim et la fatigue, le regard perdu au milieu de la foule pressée, l'impossible se produisit. Une voix forte et joyeuse, familière comme un chant oublié, perça le brouhaha urbain. Eric, voix forte, surprise. Malik, mais... Malik, c'est bien toi? Mon Dieu, je n'y crois pas. Malik se figea. Il se retourna lentement, son esprit luttant pour associer ce visage souriant, bien habillé, avec les souvenirs lointains de son enfance. C'était Eric, son ancien camarade de classe, celui avec qui il échangeait des cahiers et des rêves sur les bancs de l'école primaire, bien avant l'idée de l'aventure, bien avant la misère. Eric, dont le père travaillait à l'ambassade, était parti en France des années plus tôt et était désormais un résident français en titre. Il dégageait une assurance, une aisance que Malik ne connaissait que par les magazines. Malik, voix tremblante, Eric. C'est incroyable, La joie de la rencontre était sincère et intense. C'était la première chaleur humaine que Malik recevait depuis des années, un pont inattendu jeté sur l'abîme de sa solitude. Eric le prit sous son aile sans hésitation, sans poser trop de questions sur son voyage ou sa situation précaire. Eric, voix amicale, pressante, ne dis rien, Malik. Tes yeux parlent pour toi. Tu ne dormiras plus jamais dans la rue. Viens, l'installation chez Eric fut une renaissance. La douche chaude, le premier vrai lit, le premier vrai repas qui ne venait pas d'une poubelle. Malik pleura en silence, cette nuit-là, de gratitude. Il revoyait le visage de Kofi dans l'écume, et il se dit que peut-être, juste peut-être, le destin lui donnait une seconde chance. Fort de cette nouvelle base, Malik se mit à chercher du travail. Grâce aux relations d'Eric, ou simplement à la chance retrouvée, il finit par décrocher un poste de plongeur au Bistrot de la Chance, un restaurant animé du quartier. Les heures étaient longues, le chef colérique, l'atmosphère lourde d'odeurs de graisse et de savon. Mais c'était un travail, une dignité. Malik avait un salaire, et chaque pièce économisée était un pas vers la régularisation, le vrai but. Il travaillait sans relâche, les mains écorchées, le cœur empli d'une détermination nouvelle. Il commençait enfin à respirer. La peur des sirènes s'éloignait légèrement, remplacée par la fatigue saine du travail accompli. Malik était sur la bonne voie, celle de l'honnêteté et de l'effort. Mais l'ombre, souvent, ne disparaît jamais vraiment. Elle se tapit, attendant son heure, même dans la lumière la plus chaude de l'amitié. Et l'ombre de Malik s'appelait Eric. La vie avec Eric avait un rythme étrange. La journée, l'appartement était un havre de paix relatif, un lieu où Malik pouvait récupérer des heures éreintantes passées aux cuisines du Bistrot de la Chance. Mais la nuit, l'atmosphère se chargeait d'une tension sourde. Eric avait des habitudes nocturnes. Après minuit, il devenait nerveux, s'habillait en vêtements sombres, consultait son téléphone avec une prudence excessive, puis disparaissait. Les sorties tardives d'Eric étaient devenues un rituel. Il rentrait aux aurores, souvent silencieux, le regard fuyant. Mais parfois, il jetait négligemment sur la table une liasse de billets, bien plus épaisse que le salaire que Malik gagnait en une semaine de plonge. Malik méfiante, je lui demandais où il allait, ce qu'il faisait. Il ne parlait que d'affaires, de sécurité, d'un gros coup, qui devait lui assurer la retraite. Je savais qu'il me mentait, mais je fermais les yeux. Le lit était chaud, la faim était partie. La vérité était un luxe que je ne voulais pas me payer. Les mensonges d'Eric étaient de plus en plus évasifs. Un matin, Malik remarqua une montre de luxe sur le poignet de son ami Eric, un modèle qu'il n'avait jamais vu. La semaine suivante, il trouva des gants neufs et épais, oubliés sur le canapé. L'odeur de sueur froide et la nervosité d'Eric étaient des indices qui hurlaient la vérité. Le moment de vérité arriva une nuit. Malik était rentré plus tôt que prévu, victime d'une migraine. Allongé, il entendit la radio d'Eric, laissée allumée. Le flash d'information se déclencha, froid et précis, journaliste. Les enquêteurs sont toujours à la recherche des auteurs du braquage survenu hier soir à la bijouterie, le Diamant Bleu, dans le 16e arrondissement. Une importante somme d'argent et plusieurs objets de valeur ont été dérobés. Malik se redressa, le cœur battant à tout rompre. Il se précipita vers la chambre d'Eric, qui était vide. Son regard tomba sur le bureau. Là, posé à côté d'une sacoche à moitié ouverte, il vit ce qu'il craignait, non seulement la montre de luxe,
mais aussi une cagoule sombre et, pire encore, un plan de quartier annoté, avec des flèches et des heures. Le masque de l'amitié tomba pour révéler le visage de la criminalité. Malik dans ses pensées, paniqué, le froid m'a glacé jusqu'à la moelle. Ce n'était pas la fin du voyage. C'était le début d'une autre prison, bien pire que la rue. Eric n'était pas un homme d'affaires prospère. Il était un braqueur, un bandit, le chef d'un gang. Et Malik, en vivant sous son toit, en acceptant son aide, était devenu, aux yeux de la loi et du destin, son complice par association. Le spectre de la prison française, de l'expulsion, du déshonneur, était 1000 fois plus terrifiant que la mort en mer. Il s'était échappé du désert de la misère pour s'enfoncer dans le désert de la criminalité. Malik réalisa qu'il n'avait pas trouvé refuge chez un ami, mais avait conclu un pacte avec le diable. La découverte du plan et de la cagoule fut plus qu'un choc, ce fut une peur panique qui s'empara de Malik. Il n'avait pas traversé l'enfer du désert et la mer pour finir derrière les barreaux d'une prison française. L'idée d'être arrêté pour complicité, d'être jeté en cellule puis expulsé, était insupportable. La mort en mer, du moins, avait été rapide. Celle-ci serait lente, faite d'humiliation et de désespoir. Il comprenait désormais les liasses de billets, les silences, la nervosité d'Eric. Il vivait sous le toit d'un criminel. Et il était lui-même un clandestin sur le fil du rasoir. Malik, je m'étais battu pour ma survie physique, mais maintenant, je devais me battre pour ma survie morale. Je ne pouvais pas me salir. Je ne pouvais pas laisser l'amitié devenir une chaîne. Malik savait qu'il devait partir, et vite. Il attendit le retour d'Eric. La confrontation fut inévitable, électrique. Malik, voix basse, accusatrice, c'est vrai, n'est-ce pas? Tout cet argent, ce n'est pas de la sécurité. Tu es un braqueur. Eric, voix sèche, puis implorante, chut, parle doucement, Malik. Oui, et alors? Tu as vu la misère. Tu as vu ce que la vie t'a pris. L'honnêteté, c'est pour les moutons qui n'ont rien. Nous sommes les loups, Malik, reste. Je t'arrangerai une nouvelle identité, une part du butin. On sera roi ici. Eric tentait de le séduire, de le corrompre par la promesse de la facilité. Il lui rappelait les heures de faim, la honte des poubelles. C'était la tentation la plus insidieuse, celle qui se cachait derrière le visage de l'ami. Mais Malik se souvint de Kofi, laissé seul sous le soleil. Il se souvint des valeurs que sa tante lui avait, malgré tout, inculquées. Malik brisé, je ne peux pas. Je préfère le froid du trottoir à la chaleur d'une prison. Je préfère être pauvre, mais libre. Je t'ai échappé, Eric, parce que je t'aime bien. La décision était prise. Malik rassembla le peu d'affaires qu'il possédait, ses vêtements de plongeur, son maigre salaire. Il laissa un simple mot sur la table, avant qu'Eric ne puisse réagir. Je ne peux pas. Il sortit dans la nuit, laissant derrière lui le confort, la nourriture et le seul ami qu'il avait trouvé en France. Il choisissait à nouveau le froid et la rue, le statut de fantôme, préférant la souffrance physique au cauchemar moral de l'illégalité criminelle. Malik revint à sa vie antérieure, dormir dans les recoins, échapper aux patrouilles, travailler la journée au bistrot de la chance et disparaître la nuit. Il se sentait plus seul que jamais, ayant sacrifié la seule chance de chaleur humaine au nom d'une intégrité qui ne lui apportait qu'une misère renouvelée. Il était juste, mais à quel prix? Une nuit, alors qu'il rentrait, harassé, les mains rêches et le cœur lourd, le destin, une fois de plus, frappa à sa porte, mais cette fois-ci, sous la forme d'un objet. Un simple sac, abandonné. La nuit était froide et humide. Malik, épuisé, rentrait du restaurant. Il sentait encore l'odeur âcre de la graisse et du liquide vaisselle sur ses mains. La vie de sans-abri lui avait volé le peu de force qui lui restait. Il maudissait l'honnêteté qui l'avait ramené au froid, tandis qu'Eric, le criminel, dormait au chaud, peut-être même en train de compter les fruits de son dernier forfait. Il traversait une ruelle étroite, un passage obscur entre deux immeubles, quand son regard fut attiré par une forme inhabituelle. Devant un conteneur à ordures, un peu à l'écart, se trouvait un sac de sport noir, d'apparence récente, abandonné là, comme un déchet de plus. Le déclencheur, le cœur de Malik fit un bond. Instinctivement, il crut à un piège. Était-ce une bombe, de la drogue, ou peut-être un cadavre, l'œuvre d'Eric et de son gang? Il hésita, le souffle court, ses jambes engourdies par la fatigue lui criant de s'éloigner. Mais la curiosité, ce moteur du désespoir, fut la plus forte. Il s'approcha prudemment. Le sac était lourd. Il le poussa du pied. Il ne bougea pas. Finalement, vaincu par une force qu'il ne pouvait expliquer, il s'accroupit. Ses doigts tremblaient lorsqu'il tira sur la fermeture éclair du sac. Le réverbère juste au-dessus grésilla, projetant un faisceau de lumière vacillant sur le contenu. Le temps sembla s'arrêter. Pas d'armes, pas de drogue, juste une masse de couleurs qui s'étala dans la pénombre, des liasses de billets de banque. Des billets de 50, 100 et 200 euros, compressés, soigneusement emballés. La vision était si irréelle, si contraire à la misère qu'il venait de fuir, que Malik pensa qu'il hallucinait. Il plongea la main, sentit le papier frais, le plastique des élastiques. Il retira une liasse, 2, 3. Il ne pouvait pas compter, il n'avait pas le temps.
Mais il savait, la quantité était astronomique. Il referma rapidement le sac, son esprit incapable d'assimiler l'ampleur de cette trouvaille. Malik stupéfaite, c'était une blague cosmique. Un don tombé du ciel, directement dans les poubelles. C'était la fortune. 85 millions d'euros, je la prendrai plus tard. Une somme capable d'acheter une petite nation. Une somme capable de m'acheter une vie entière. Malik ramassa le sac, dont le poids dérisoire contrastait avec le fardeau qu'il venait de lui imposer. Il s'enfuit dans la nuit, le sac dissimulé sous son manteau, le cœur battant la chamade. Il n'était plus un simple sans-abri, il était un homme riche. Il passa le reste de la nuit à l'abri d'un pont, incapable de dormir. Il étala les liasses devant lui, l'odeur du papier neuf et de l'encre l'enivrant. L'Eldorado n'était plus un rêve lointain, il était là, palpable, dans un sac à ses pieds. Le silence de la nuit fut remplacé par une bataille acharnée dans son esprit. Option 1, la fuite. Prends l'argent, retourne au pays, achète une identité, crée une entreprise. Deviens un roi. La France ne t'a rien donné, tu ne lui dois rien. Option 2, le pillage légal. Utilise une infime partie pour te procurer de faux papiers, disparais dans l'Europe, vis en riche. Option 3, la vertu calculée. Rends cet argent. Les 85 millions sont le butin d'un grand crime. Rends-le à la police. Un tel geste de probité pour une telle somme sera récompensé. Ils te donneront la nationalité par reconnaissance. Ils te donneront une nouvelle vie. La troisième option était la plus tentante. Elle conciliait la moralité qu'il avait défendue en quittant Eric, et l'ambition d'une vie stable et reconnue en France. Il miserait tout sur la justice et la reconnaissance du gouvernement français. Il allait prouver que son honnêteté valait plus que la loi. Au lever du jour, sous la première lueur de l'aube, Malik, le sans-abri, prit la décision la plus importante de sa vie. Il marcha, le sac pesant de tout le poids de son destin, vers le lieu qui représentait la loi, l'ordre, et l'espoir d'une nouvelle vie, le commissariat central. La marche jusqu'au commissariat central fut la plus longue de la vie de Malik. Chaque pas était un combat entre la peur viscérale de l'uniforme et l'espoir ardent de la reconnaissance. Le sac, qui contenait la fortune, pesait de tout le poids de son destin. Il avait refusé l'argent facile et dangereux d'Eric. Il refusait maintenant l'argent facile et anonyme trouvé dans la poubelle. Il misait tout sur sa droiture. Il entra dans le hall froid et impersonnel. Des lumières aux néons zébraient le sol poli. Il se dirigea vers le guichet d'accueil, où un officier, blasé, tapait sur son clavier. Malik, voix tremblante mais audible, « Bonjour, monsieur l'agent. J'ai trouvé quelque chose. Je dois le remettre. » L'officier leva à peine les yeux, s'attendant à un portefeuille ou à un téléphone. Mais lorsque Malik posa le lourd sac sur le comptoir, le bruit sourd et l'odeur du plastique neuf éveillèrent la curiosité de l'agent. « Officier de police, qu'est-ce que c'est, monsieur ? Ouvrez, s'il vous plaît. » Malik ouvrit le sac. La vue d'Elias, soigneusement compactée, provoqua un silence stupéfait. Les yeux de l'officier s'écarquillèrent. D'autres policiers accoururent. La somme était si obscène qu'elle ne pouvait être que le fruit d'un crime majeur. Malik, voix emplie de fierté, c'était mon moment. Je m'attendais à de la surprise, à de l'admiration, à des louanges. J'avais fait l'acte que l'on attend d'un citoyen respectable. J'étais le héros de l'honnêteté. Mais au lieu des poignées de main et des caméras, Malik fut conduit dans un bureau. Un inspecteur, au regard dur, prit les choses en main. « Inspecteur, voix calme et perçante, expliquez-nous, monsieur. D'où vient cet argent ? Êtes-vous certain de l'avoir trouvé ? N'est-ce pas le butin d'un complice que vous dénoncez ?» Malik raconta son histoire, celle de la ruelle, celle du sac abandonné, omettant l'histoire d'Eric. Il insista sur son geste de probité, sa volonté de faire le bien. Il regardait l'inspecteur, attendant le moment où celui-ci se lèverait, sourirait et lui annoncerait sa récompense, sa régularisation. La chute, l'inspecteur écouta patiemment. Il vérifia l'identité de l'argent, qui s'avéra être un détournement de fonds bancaires, confirmant la somme astronomique. Puis, il posa ses notes, se pencha en avant et fixa Malik d'un regard froid, dénué de toute émotion. « Inspecteur, voix de marbre, monsieur Malik, nous vous remercions pour votre geste civique. L'argent sera restitué. Maintenant, parlons de votre situation. Nous avons relevé vos empreintes et vérifié votre identité. Vous ne possédez aucun titre de séjour valide sur le territoire français. » Malik sentit le monde s'effondrer. L'honnêteté venait d'être réduite à un détail. La loi, elle, était inflexible. Au lieu d'un titre de séjour, on lui tendit un document. Il fut arrêté pour résidence non réglementée. Son acte de bravoure et de vertu fut éclipsé par la simple, mais fatale, réalité administrative.
La police lui notifia une OQTF, obligation de quitter le territoire français, et une procédure d'expulsion immédiate vers son pays d'origine. Il avait choisi la vertu, il avait misé sur la justice des hommes. Il avait rendu 85 millions d'euros pour gagner une vie meilleure. Sa récompense? La prison, puis l'expulsion. L'honnêteté flagrante ne faisait pas le poids face à la loi migratoire. Assis sur la couchette métallique d'une cellule de rétention, Malik regardait le mur gris, ses yeux ne reflétant plus la fatigue, mais un vide sidéral. Il n'était pas un héros, il n'était pas un citoyen, il n'était qu'un problème administratif, un étranger en situation irrégulière, dont le dossier, malgré un acte d'honnêteté spectaculaire, devait être traité par la loi, sans émotion ni exception. Il se remémora le désert, la mer, le visage de Kofi. Il revit les liasses d'euros, cette fortune qu'il avait tenue entre ses mains. Un simple ticket de caisse, pensait-il amèrement, aurait été une meilleure monnaie d'échange que sa vertu. Il avait choisi la lumière, espérant la reconnaissance d'un système qui, lui, ne voyait que l'ombre de son statut illégal. Malik dans ses pensées, désespéré, l'honnêteté. J'ai risqué ma vie pour ne pas devenir un voleur comme Eric. J'ai rendu 85 millions d'euros pour prouver que j'étais digne de rester. Et ma récompense, c'est ce mur froid et le billet d'avion pour le retour. J'aurais pu acheter un pays, mais je n'ai pu acheter ni ma liberté ni ma dignité. Le silence de la cellule résonnait de la vérité la plus dure. La justice qu'il cherchait n'était pas celle des cœurs, mais celle des codes. Le geste de Malik prouvait une chose, l'honnêteté ne garantit pas la sécurité, ni le succès. Quand la réalité est aussi flagrante que le statut de clandestin, le droit et l'application de la loi prennent le dessus sur le mérite moral. Malik avait refusé l'aide des hommes du crime et le don du hasard. Il avait refusé, en un sens, d'utiliser la chance que le destin lui offrait. Il avait voulu être juste, et la justice lui répondait par l'expulsion. Il pensa à Eric, qui riait peut-être de lui en ce moment même, à l'abri dans son appartement. Il avait choisi la voie de l'enfer pour une chance de paradis légal, et il avait tout perdu. La question n'est plus, qu'a-t-il fait de cet argent? La question est, le destin de Malik est-il scellé? L'administration a ordonné son expulsion. Mais un tel acte d'honnêteté, d'une telle ampleur, peut-il être ignoré par l'opinion publique? L'histoire de Malik s'arrête ici, sur le seuil d'une décision administrative glaciale. Malik sera-t-il réellement expulsé dans son pays d'origine? Le gouvernement français laissera-t-il un tel exemple de probité être renvoyé à la misère? La police a-t-elle bien agi en appliquant la loi sans accorder la moindre clémence à son geste? Malik a-t-il pris la mauvaise décision en restituant l'argent à la police? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires édifiantes. La suite dépend de vous.